Steph, dans la dernière semaine, on a appris les absences à long terme de Kirby Dach, d'Alex Newhook. On a appris l'absence encore plus à long terme de Caden Goulet. Et ça s'ajoute à ce qu'on savait déjà, l'absence à long terme de Patrick Laine. Question que j'ai pour toi. À l'interne, parce qu'Alex, devant les caméras, on entend tout le temps, c'est à d'autres joueurs de prendre la place, et ainsi de suite. À l'interne, quand les blessures s'accumulent comme ça, et tu l'as vécu, notamment en 2015-2016, comment un groupe réagit? Comment le groupe d'entraîneurs réagit? C'est quoi la dynamique? Bien, la première des choses, puis tu me parles de 2015-2016, écoute, on avait utilisé 45 différents joueurs cette saison-là. Donc, on avait utilisé à peu près tout ce qui jouait à ce temps-là. Notre club école était à Saint-Jean. Et on avait rappelé à peu près tout le monde. 5 gardiens. La première des choses, 5 gardiens, oui, je me souviens. Là, puis à part Carey, mais c'était tous des suspects numéro 2, numéro 3. Je me souviens, Tokarski, Condon, Lindgren et Ben Scriven. Mais tout ça pour dire que la première des choses, comme entraîneur ou comme personnel d'entraîneur, c'est justement pas mettre la faute sur ça. Parce que c'est trop facile. C'est trop facile de se servir de ça comme excuse. Parce que la plupart des équipes de la Ligue nationale ont ça entre 2 et 4 joueurs sur la liste des blessés. Donc, tu peux pas te servir de ça comme excuse parce que c'est trop facile pour les joueurs d'abandonner. Quand tu as un mauvais début de match ou tu perds de l'arrière pendant un match, c'est trop facile d'abandonner et de dire, bon, ben, c'est pas de notre faute, on a des blessés. Mais ceci étant dit, c'est certain que ça donne des opportunités. Et ça, c'est surtout là-dessus qu'on insiste. Ça donne des opportunités à des joueurs de se faire valoir. Là, on pense à Jared Davidson, qui fait ses débuts dans la Ligue nationale après un très bon début de saison à Laval. Et ça, c'est le point positif. Autre chose comme entraîneur, ce qu'on vous disait dans ce temps-là, c'est que faut jouer. Le Canadien ne peut pas se lancer dans des attaques et jouer ce qu'on appelle en anglais un open game. Parce que, justement, tu as beaucoup de blessures. Donc, c'est de là que c'est important de jouer la fameuse game plate qu'on appelle, là, de ne pas donner de chance, de jouer serré, de mettre la rondelle dans le coin quand tu n'as pas d'opportunité. Et c'est ça que le Canadien devra faire dans les prochains jours. Et ça, c'est important. Donc, c'est beaucoup de choses. C'est certain que le problème quand tu as beaucoup de blessures, c'est que tu as beaucoup de joueurs qui sont plus dans la bonne chaise. Ouais. On pense entre autres à Jayden Struble, qui est maintenant sur un top 4. Mais c'est pas un top 4, c'est un joueur de troisième paire de défense. Et ça, c'est le problème, c'est qu'à long terme, veut pas, et je dis pas ça comme excuse, mais à long terme, veut pas, ça te rattrape. Mais Steph, à l'intérieur, le groupe à l'interne, j'imagine que devant les joueurs, tu as un tout autre discours, mais est-ce que c'est déjà arrivé? Puis je pense à cette saison-là, 2015-2016, c'est 2 line-up et demi, là, finalement, que vous avez fait jouer, dont ton joueur le plus important, Carey Price, à l'interne. Est-ce que vous regardez et vous dites... Puis tu sais, c'est pas la situation du Canadien du tout. Là. Je veux dire, on a perdu des bons joueurs, mais on n'a pas perdu Suzuki, on n'a pas perdu Caulfield, on n'a pas perdu Hudson, on n'a pas perdu Dobson. Mais est-ce qu'à l'interne, des fois, vous vous dites... Ouais, là, on est dans le trouble, puis là, on peut peut-être plus avoir les mêmes objectifs qu'on avait il y a 2 semaines. Oh, tu sais, écoute, je te cacherai pas qu'entre entraîneurs dans nos réunions, c'est certain qu'on se dit, ouf, ça sera pas facile. Mais tu peux pas laisser transparaître ça devant les joueurs. Tu peux pas. Et si tu laisses transparaître ça devant les joueurs, on est mort. On parle des gardiens de but. Les gardiens de but, ils vont avoir tendance à vouloir en faire trop. Ouais. Et ça, c'est un gros problème. Moi, ma job, c'était de leur dire, faites votre job à vous autres. Parce que là, c'est certain qu'il y a plus d'erreurs défensivement. On n'a pas notre alignement complet. Donc, les gardiens de but commencent à tricher, commencent à être moins patients, commencent à vouloir en faire trop. Et c'est le début de la fin. Donc, les entraîneurs ont une grosse job avec le Canadien de convaincre les joueurs de ne pas se servir de ça comme excuse. Et surtout, ça donne une opportunité à l'organisation de voir c'est quoi notre profondeur dans les mineurs. Et ça se résume à ça, une question de profondeur. Les équipes qui ont beaucoup de profondeur dans les alignements de la Ligue nationale et dans les mineurs peuvent s'en sortir. Mm-hmm. Les équipes qui manquent de profondeur,
ça va être très difficile. OK, Steph, on parle du canon. Canon Columbus, le fameux canon. Il y a un couple de bêches, on va pouvoir voir l'image. Il y a un couple de bêches. La game n'était même pas commencée hier, qui avait déjà fait le saut. On les voit, les images, puis j'en parlais avec des collègues un matin. Je pense que quand on parle du canon à Columbus, la première chose qui nous revient en tête, c'était certains soirs de novembre 2016, où Al Montoya a accordé 10 buts. Il ne doit pas avoir beaucoup de bruit ou beaucoup de choses dans les amphithéâtres de la Ligue nationale qui peuvent être aussi frustrantes que ce fameux coup de canon-là à Columbus. Hein? Oh my God! Et je vous le dis, là, pour l'avoir vécu, été là pendant 18 ans à cette aréna-là. Je sais que les premières années, il n'y avait pas le canon, là, mais supposons les 15 dernières années que j'étais dans la Ligue, le fameux canon, tu t'habitues pas à ça. J'étais sur la galerie de presse tout le temps à prendre des notes concentrées. À toutes les fois que c'était coup de canon-là, j'ai tout le temps fait le saut. Et le fameux soir de 10 matchs, de 10 buts contre de Hal, puis écoute, je me réveille encore la nuit là, en cauchemar en entendant ces coups de canon. Ah! Tu peux pas, c'est incroyable comment c'est fort, et quand tu t'en attends pas, c'est certain que tu fais le saut, que ce soit les joueurs adverses, les coachs, ou les spectateurs qui vont pas souvent au game des Blue Jackets, ils font tout le saut. Les seules personnes qui font pas le saut, c'est les détenteurs de billets de saison et les joueurs de Columbus. Mais ça pète pas à peu près. Et c'est vrai qu'à un moment donné, ça devient même dur pour les gardiens de but de tout le temps entendre ce coup de canon-là. Et je me souviendrai tout le temps de ce fameux soir-là, 2016, où des fois, je regrette. Des fois, je regrette d'avoir insisté auprès de Michel, d'avoir laissé Al dans le filet pendant les 10 buts. C'était un contexte qui était... Tu sais, faut le comprendre pour... Il y avait un contexte. Faut comprendre il y avait un contexte. Il y avait un contexte où après deux périodes, on perdait 6-0. Donc, le match était fini pour nous. On n'avait pas de chance vraiment de revenir dans le match à 6-0. Et j'avais demandé à Al Montoya, après la deuxième période, s'il était correct de rester dans le filet, s'il était capable de prendre ce qu'on dit, de prendre le hit pour l'équipe. Et il avait dit, c'est beau, Steph, je vais le prendre, le hit, je vais rester, parce que on voulait pas... Mon argument auprès de Michel Therrien, c'est parce que Michel voulait enlever Al, mais mon argument était, le match est fini. Et on envoie Carey Price là, notre joueur le plus important, tu risques qu'il se blesse dans une cause perdante. Et l'autre chose, c'est qu'on jouait le lendemain un match qui était important pour nous contre les Flyers. On voulait reposer Carey. Ça, c'était mes arguments. Mais il reste que Al, qui a accepté de prendre le hit pour l'équipe, est retourné en troisième période, a fait marquer 4 autres buts. J'espérais juste que l'hémorragie cesse après la deuxième. Il a fait marquer 4 autres buts, et ça a été très difficile pour lui après de dealer avec ça. Il l'a pris très difficile, et avoir su ça aujourd'hui, probablement qu'on aurait fait le changement. Oui, tu ne vas pas le savoir. Steph, terminons en parlant de Jacob Fowler. Dans ses 3 premiers matchs, il y a 2 matchs qui avaient été plus difficiles depuis ce temps-là. 6 matchs, 4 fois accordé 2 buts, 2 jeux blancs, 7e dans la Ligue américaine. Il faut dire que c'est une ligue quand même défensive. 7e dans la Ligue américaine pour les moyennes de buts alloués, 6e pour le taux d'efficacité. Et c'est un excellent début de saison qui arrive dans un contexte aussi où est-ce qu'il passe du hockey universitaire. J'avais commencé l'année passée, mais vraiment à temps plein, il passe du hockey universitaire au hockey professionnel. Donc ça, j'imagine qu'en tant qu'entraîneur des gardiens de but, même pour quand tu es dans l'organisation du Canadien, c'est assez encourageant. Ah, quel début de saison. Écoute, il y a 20 ans, comme tu as répété, 20 ans. Et la Ligue américaine, je vais te le dire, Dan, c'est une ligue difficile pour les gardiens de but. C'est pas facile de jouer dans cette ligue-là. On joue beaucoup de parties un peu de soir, des fins de semaine. Et surtout, c'est une ligue qui on dit, oui, souvent, il y a moins de buts qui se marquent, mais c'est quand même le jeu plus difficile. Il y a beaucoup de gardiens... Plus désorganisé, c'est le bon mot. Plus désorganisé. Les défenseurs, c'est pas les meilleurs défenseurs, parce que les défenseurs, si t'es bon, tu vas être dans la Ligue nationale. Parce qu'on a un manque de défenseurs dans la Ligue nationale qui savent défendre. Donc, ceux qui sont dans la Ligue américaine, il y a une raison pourquoi ils sont là.
Donc, très difficile pour un gardien de but. Ceci étant dit, Jacob Fowler, qui, comme tu dis, des très bons chiffres, a un très bon début de saison dans un contexte parfait. Il joue avec une bonne équipe, un bon entraîneur. Crédit à son entraîneur des gardiens de but que je connais très bien. J'ai travaillé longtemps avec Marco Marciano, qui fait tout un job. Et Fowler n'a pas la pression d'être là à tous les matchs parce qu'on a un bon vétéran en Kakkonen, qui lui aussi a un bon début de saison. Et, encore une fois, ceci étant dit, laissez-les-on-le. Laissez-les-on-le. On ne veut pas le voir à Montréal. Mais on ne change rien. Le gars, là, il se développe, a besoin d'un bon contexte, d'un bon environnement. C'est ce qu'il a à 20 ans seulement. 20 ans seulement, c'est jeune pour un gardien de but. Il se développe très, très, très bien. Moi, je me souviens, à Corey Crawford, qui a eu toute une carrière avec les Blackhawks, qui a gagné 2 Coupes Stanley, a gagné le trophée Jennings. À sa première saison, à 20 ans, a joué 48 matchs dans la Ligue américaine. 48 matchs à sa première saison, 20 ans. Il n'a jamais été question, jamais, qu'on le ramène à Chicago parce qu'on voulait qu'il joue des matchs dans un bon environnement. Et en ce moment, Fowler, tout est beau pour lui en ce moment. Tu le verras à Montréal, à quel âge, Steph, rapidement? Si ça se poursuit comme ça, tu penses que ce genre de gardien-là, avec ce genre de talent-là, le fait que, tu sais, 20 ans dans la Ligue américaine, ça reste jeune quand même, là, tu sais. Tu le verrais, si ça se poursuit de la bonne façon, tu le verras à Montréal dans combien de temps? Moi, pas avant 2 ans. L'année prochaine, une autre bonne saison de 45 matchs et plus. Et après ça, on peut penser à le faire venir comme numéro 2 et éventuellement devenir le numéro 1. Tout ça dans un contexte où les gardiens de but du Canadien à Montréal vont bien. Tu as Sam Montembeault qui va être encore là l'année prochaine. Tu as Daubèche qui va continuer à se développer pour peut-être éventuellement devenir le numéro 1 en attendant Fowler dans quelques saisons. Mais en ce moment, on est dans une bonne position au niveau des gardiens de but chez le Canadien de Montréal. Parfait, Steph. Je te remercie beaucoup. Bien intéressant. On se reparle la semaine prochaine. Excellent, Dan. Merci. Salut.